Il est 1h20 et quelques de la nuit du 2 mai 2016. Parler dans la nuit comme je le fais donc depuis quelque temps, notamment dans le cadre de ces rendez-vous dans la nuit, quelque part interroge le statut de la parole. C'est quelque part une inversion des choses, une inversion dans l'ordre des choses. La nuit n'est pas faite pour prendre la parole, quelle qu'en puisse être la matière ou le prétexte ou la manière. C'est un renversement, c'est quelque part quelque chose qui touche à l'anormal, l'incompréhensible. Quel est l'intérêt d'une parole quand elle n'est pas matière à liaison, matière à relation? Quel est le bien fondé d'une démarche telle que la mienne? Là, il n'est pas assez tard, il n'est pas encore tout à fait, il n'est pas encore 2 heures, encore moins 3 heures. Mais comme je n'ai pas parlé de la journée, je n'ai pas parlé donc et ce qui fait que je me sens déjà dans un état quelque part un peu, j'allais dire, de torpeur. Non, je ne suis pas en état d'excitation. Je suis déjà passé à un état un peu, comment dire, de pondération, non, mais un état médian entre l'éveil et le non-éveil. Donc quelque part, je peux basculer dans quelque part l'inconscience, dans une sorte d'extériorisation encore plus avancée qu'elle n'est à l'heure où je parle. Cette mise à distance par rapport aux événements de la vie, par rapport à la réactivité dont on doit faire preuve quand on est quelque part en interaction, qu'elle soit directe ou indirecte avec le monde. Voilà un drôle de spectacle qu'est le mien. Prendre la parole, faire du bruit pour un hypothétique auditoire, pour une très improbable rencontre. Faut pas se mentir. Cet effort-là ne servira à rien. Quand on n'est pas capable d'assurer le lien avec les gens qui sont dans notre sphère comment dire, de voisinage, quelque part, on a encore moins
moins de possibilités d'en faire avec des gens qui vont peut-être surgir par-ci, par-là, de par le monde. Il ne faut pas se voiler la face. Cette supposée interconnexion est une fausse, proximité. On n'est pas interconnecté. On est, on est dans l'idée de l'interconnexion, mais dans les faits, on est euh, tout aussi séparés qu'avant l'arrivée cette technologie. Donc il ne faut pas attendre de miracle. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de bouleversement. Nous sommes tous un peu obligés, de par des tas de paramètres, hein, quelque part, à nous contenter d'un minimum, d'un nombre de relations, parce que c'est ce que nous pouvons, comme on dit, gérer. Et nous ne pouvons pas, comment dire, nous, nous rendre plus gros que nous le pourrions jamais. Nous avons besoin d'une proximité avec des gens assez peu nombreux, et après on peut élargir les cercles de proximité pour peut-être finir par en avoir quelques-uns, 4, 5, 6, avec à chaque fois un peu plus d'éloignement, mais au final tout cela ne concernera qu'une vingtaine ou trentaine de personnes, maximum peut-être 40, 45. Et c'est déjà beaucoup. Nous sommes, euh, nous sommes dans l'incapacité, en fait, d'avoir même un petit cercle restreint d'intimes ou de gens très au fait de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, de ce que nous désirons, de ce que nous éprouvons, de ce qui nous empêche de faire cela ou cela. Donc, c'est clos. Ainsi est clos le mois d'avril de l'année 2016. Ça devient du passé, ça devient de l'archive, ça devient du, du résorbé, ça devient du dépassé, ça devient quelque chose qui n'a plus de consistance, qui n'offre plus grand-chose. Et parce que nous sommes dans le mouvement, ou peut-être dans le pseudo-mouvement, nous sommes euh, embarqués dans cette histoire de mouvement, bien sûr, avec paradoxalement un côté cyclique, avec le retour, même une numérotation, les mêmes noms des mois, etc., etc., sauf les, les années qui changent, donc les chiffres changent. Donc là, c'est clair qu'il y a là une différenciation. Mais après, c'est en même temps que nous avons une histoire propre, fait que nous enregistrons que nous sommes arrivés à tel ou tel âge et que cela est d'une linéarité et cela d'une impériosité incontestable. Nous avançons, nous avons l'impression d'avancer. Normalement, l'avancement, la progression est, dans d'autres contextes, est quelque chose qui est bienvenu.
nous avançons, c'est-à-dire ce mouvement, parce que nous avons une idée un peu positive de ce qui est progression. Progression des valeurs, euh, toujours prônées, toujours défendues. Il faut progresser vers un mieux, vers un monde meilleur, vers des conditions de vie meilleures. Il faut mieux dominer le monde, mieux apprendre à faire face aux risques et autres dangers, mieux assurer nos équilibres sociaux, économiques, environnementaux, etc., etc. Il y a toujours, chaque fois que nous enregistrons un progrès, nous sommes en, nous sommes en, comment dire, poussés à essayer d'en établir un autre. Mais contrairement à cela, chaque fois qu'un individu enregistre un chiffre de plus, une fois qu'il avance, plutôt ce serait plutôt, il faudrait parler d'un compte à rebours plutôt que d'une progression. C'est le compte à rebours qui est là. Donc le mois d'avril de l'année de grâce 2016 est écoulé. On est déjà le 2 mai. Certaines choses ont été faites en ce 1er mai parce que il est de tradition de les faire, il était nécessaire de les faire. Des gens se mettent en mouvement. Bien sûr, il y a ceux qui sont convaincus de la pertinence de ce mouvement, d'autres qui sont plus dans la tradition, qui sont plus dans le rituel. Et ainsi, quelque part, va le monde. Que s'est-il passé en ce jour? Que s'est-il passé? Y a-t-il quelque chose de, de bien particulier à souligner? Y a-t-il un événement? Y a-t-il un drame? Y a-t-il un bouleversement? Y a-t-il une réalisation? Y a-t-il tout ce qui, quelque part, attire notre regard, notre curiosité, des choses qui, euh, qui font comme ça, qui se singularisent ou qui ont un caractère d'exceptionnalité, un caractère, euh, un, caractère de, comment dire, ils portent en eux un fort potentiel, ils portent en eux une capacité, une grande capacité à peser sur le cours des choses. Donc il faut en prendre connaissance, il faut distinguer des événements qui sont d'une portée beaucoup, beaucoup moins, beaucoup moins conséquente. Rendez-vous dans la nuit, ou plutôt une bizarrerie dans la nuit. A-t-on vu quelqu'un donner rendez-vous à quelqu'un dans la nuit? Il faut être quelque part un peu euh, dit, dissocié du cours du temps, de la temporalité ordinaire, classique, euh, pour pouvoir donner rendez-vous à quelqu'un dans la nuit. C'est pourquoi faire? Pour faire des confidences? Non, non, pas de confidences. Les portes du jardin privé, un restaurant privé.
Je veux bien emporter mes quelques secrets dans la tombe. Cela, cela m'appartient. Et donc, je me vois, je veux me les garder. Des secrets, jardins intimes, des jardins privés, un monde à soi. Non pour s'en réjouir, mais parce que c'est nous pouvons communiquer aux autres certaines choses parce que nous pensons qu'ils ne seront pas à la hauteur de l'effort, voire même du sacrifice et de la confiance qu'on euh, qu'on va leur accorder. Donc à quoi bon? Les secrets sont souvent des choses qu'on cache parce que ils ne sont pas toujours de belles choses, ils ne sont pas toujours des choses dont on peut être fier. Mais voilà. Donc pas de confidence dans la nuit. Euh, D'ailleurs, les confidences sur l'oreiller, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. D'ailleurs, je ne pense pas que c'était des confidences. Il n'y a pas de confidence. Il y a une sortie de soi. Quelque part, après l'effort, dans la nuit, c'est comme si on devenait le narrateur un peu de sa propre histoire. Il y a cette sortie, mais ce ne sont point des confidences. C'est juste une autre façon de faire récit, une autre façon, peut-être même un autre ton, un peu, un peu plus, j'allais dire un peu plus traînant, un peu plus grave, et oui, un peu plus traînant. Ça traîne un peu parce qu'on on n'est pas au top de sa forme et quelque part les mots, ils viennent avec une certaine peine. Oui, on a une difficulté à aligner les mots. Et donc, si on avait partenaire de coucherie et que quelque part, après les ébats, on aurait envie de se confier, non, c'est plutôt la poursuite du travail de la séduction, mais un peu sur un mode différent. C'est comment mieux, j'allais dire, mieux ronronner, mieux, mieux chantonner. C'est comme si c'est une autre façon à nous de briller, de chanter, de continuer à capter l'attention, de continuer à demeurer dans les quelque part dans les pensées de l'autre. C'est ce, ce comment dire, c'est comment en fait un peu maintenir l'autre dans son dans sa sphère d'influence quelque part. On veut maintenir la proximité parce que il y a toujours un risque que les choses se défacent et que après, après l'union vienne la désunion. Voilà. Donc quelque part, c'est toujours un paradoxe. Il y a des paradoxes à profusion. Et parmi ces paradoxes, ceux qui normalement vivent à proximité d'une personne et qui quelque part ne sont pas dans de très bonnes dispositions. Normalement, un principe directeur, un principe essentiel, c'est qu'il faut pas trop se forcer pour certaines choses. Il ne faut pas se forcer, mais ceux qui se forcent oublient que l'inverse est un peu plus
est un peu plus, comment dire, un peu plus, quelque part embêtant. Ça rend animal, puisque le fait embêtant, c'est rendre bête. Mettre, installé quelque part dans... c'est comme si on, euh, on rendait l'être humain, on le dévalorisait, on le mettait euh, dans les habits, dans la peau d'un animal, d'une bête. Non, ça rend pas bête, c'est pas embêtant, ce n'est pas animalisant. C'est beaucoup plus sérieux. C'est le face à face avec soi-même et, et mortel. Voilà, c'est mortel. C'est c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Dans sa permanence, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens à fonctionner de cette façon-là. Il n'y a pas de sens à subir cette, cette situation. Cela qui peut être d'une durée monumentale, peut-être de l'ordre de 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est énorme quand on regarde en arrière. On voit 20 ans, c'est le temps de... C'est le temps pour qu'un enfant vienne au monde et devienne un adulte. C'est le temps pour avoir des dizaines, des centaines d'histoires, des centaines d'interactions fortes, essentielles. 20 ans, 22 ans, 23 ans, sans pratiquement rien. C'est une damnation. On est damné dans ce cas-là. Pas un être normal. On est un damné. Oui, il y a des gens qui vivent la damnation. Mais n'est pas Faust qui veut. C'est même pas. Ils n'ont même pas vendu leur âme au diable. Ils n'ont rien gagné, ils ne gagnent rien dans l'histoire. Ils, ils sont maudits sans, comment dire, sans aucun bénéfice. Et souvent, dans la culture commune, on parle souvent, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas, il n'y a rien qui puisse être, je veux dire, sans motivation, sans explication, sans raison. Peut-être pourrait-on considérer que ceux qui vivent cette malédiction ont fauté, ont été payés pour comment dire, pour peut-être leur turpitude ou leur mauvais penchant, ou leur défaut, euh, leur défaut, comment dire, parce qu'ils ont à un moment donné euh, cru quelque part que parce qu'ils se sont sentis puissants, parce que c'est peut-être l'inverse, parce qu'ils se sont sentis toujours un peu faibles, plus faibles qu'aucun autre. Le sentiment d'être d'être sans valeur, le sentiment d'être dans l'incapacité d'avoir
quelqu'un qui puisse être à soi, pour veiller sur soi et quelque part. euh, c'est c'est une drôle d'histoire. Un corps un corps qui se meurt lentement, un corps qui s'affaisse, un corps qui devient repoussant, un corps qui devient laid, sans avoir jamais été encensé, sans avoir jamais été aimé. C'est là donc cette histoire de le corps, c'est l'une. Nous sommes bien sûr conscients de notre unicité. Nous, d'ailleurs, nous tenons à à ce qu'elle soit là, à ce qu'elle puisse toujours s'affirmer. Mais, euh, mais nous avons aussi besoin d'inclure comment dire, d'une dualité, d'une forme plus, plus inclusive, plus grande. Nous avons besoin d'une d'une certaine qualité de l'approximation, de la proximité, une proximité quelque part qui pourrait confiner à la fusion. Euh, quelqu'un quelqu'un qui puisse connaître notre corps, évidemment de façon qu'il a lu, qu'il a exploré de façon euh, totale, et qui quelque part on connaît toute la géographie, toutes les, quelque part tous les coins et recoins. C'est un exemple dans cette affaire, c'est de voir comment deux corps s'imbriquent l'un dans l'autre. C'est, on est formé ou conformé pour cette imbrication-là. Et s'il y a possibilité d'imbrication physique, il y a aussi possibilité d'imbrication mentale, et, etc., etc. Donc, parler du manque, parler de l'absence de la chose, pour quand même lutter contre l'habituation. Je suis habitué à être en compagnie de moi-même. J'habite mon corps, je suis le seul à l'habiter, je ne fais pas de cohabitation, je en suis le seul explorateur, le seul maître à bord. Et cela date depuis tellement longtemps que j'ai oublié qu'il puisse exister autre chose. C'est ce rappel que je fais en cette heure pour essayer quand même de ne pas oublier qu'il y a une autre vie, une autre existence, et que le fait que j'en sois privé et quelque part est une abomination.
C'est, on a beau parler, il suffit de se taire un peu pour que le silence reprenne possession des lieux. En fait, en fin de compte, c'est le silence qui est le maître, pas le bruit. Le silence est la matière la plus dominante. C'est comme parler, c'est comme à chaque fois, comme essayer le plus longtemps possible de combattre un adversaire qui est hors d'atteinte. On suppose qu'il est là, on le perçoit, ou on a une perception un peu, un peu confuse. Nous savons qu'il est là puisque il y a son ombre, mais cela ne nous donne pas une connaissance véritable sur sa nature. Nous pouvons que l'imaginer d'après son reflet, d'après quelque part nos pauvres déductions. Il y a un monde du silence, il y a un monde de la taisance. Se taire, c'est peut-être se laisser aller, accepter la réalité telle qu'elle est. La parole, le mouvement ne sont qu'une autre manière de combattre ou de retarder l'inévitable. Et le silence de tous ces morts, de tous ces enterrés, de tous ces, comment dire, de tous ces occultés. Nous occultons nos morts parce que nous ne pouvons accepter de les voir en permanence, nous rappeler qu'ils sont passés de l'autre côté, qu'ils sont passés du côté du silence et qui n'ont point le pouvoir d'intervenir, le pouvoir d'introduire de la diversion dans un monde qui ne connaît qu'une loi véritable, celle du mystère. Dans le silence, il y a quantité du mystère. D'ailleurs, quand nous parlons, quand nos mots sont happés par le silence, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'en fait cette force qu'est le silence? Ça absorbe tout. Ça, quelque part, ça aspire tout. Il suffit de faire un mouvement pour que tout cesse. Les mots sont cette forme de mouvement pour lutter contre le caractère angoissant du non-événement, de la non-vie. Le silence,
c'est l'absence d'événements, c'est l'absence, quelque part, de toute c'est l'absence de toute possibilité. Ça, ça, comment dire, ça relativise tout le reste. Tous les efforts deviennent futiles. Les beaux discours sont réduits à rien. Les belles paroles, les chants, les chants, les chants splendides, les mots qui font sens, les cris, les paroles, les rires, les pleurs, tout, quelque part, se dissipe, se défait au bénéfice du néant, car le silence est une autre variété du néant, ou plutôt c'est l'éclaireur, c'est le messager du néant. Ça nous avertit que le mouvement n'est... Tous les mouvements ne sont que... Tous les mouvements ne sont que simulacres de vie, que la parole n'est qu'un indescriptible, qu'une indescriptible agglomération de sons, de mots, sans consistance réelle, sans capacité. Ceux qui disaient que les mots avaient un pouvoir se trompaient, évidemment. Les mots n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir appartient à ce qui est réellement l'élément permanent. Le pouvoir n'a pas de caractère de permanence. Le pouvoir n'est qu'une illusion. On peut dire ce qu'on veut, devenir ce qu'on veut. Cela est tôt ou tard effacé par la loi, effacé par le rouleau compresseur du temps. Le temps et le silence, ce sont les deux cavaliers de l'Apocalypse, les deux cavaliers de la révélation. Ils nous révèlent à nous-mêmes, ils nous révèlent notre destin. Le temps est silence. Notre passé est silence. Notre passé est mutisme. Je pourrais crier, appeler les morts d'hier, appeler les vivants de ce jour, appeler les vivants d'hier, les appeler tous.
jamais ils ne m'entendront. Quand je crois entendre des sons venant de mes temps anciens, ce ne sont que des mirages, ce ne sont que des affabulations, et je suis atteint par le délire. J'imagine des choses, je suis en pleine invention, j'invente, je réagence, et je crois en ma création, je crois qu'elle est vivante. Les souvenirs ne sont pas vivants, ils ont été atteints par la limite. Par la limite, ils ont été terrassés par le temps, par le silence. Le mois d'avril 2016 en fait partie. Il est ailleurs. Il nous a été enlevé. Il n'existe plus. Il ne peut plus exister. Toutes ces choses qu'on voudrait garder en vie et qui ne sont point sauvables. Que pouvons-nous sauver? Que pouvons-nous protéger? Que pouvons-nous garder? N'ayant que de croire en quelque chose qui puisse être un lien entre les temps écoulés et notre présent. La création du passé se fait en permanence, une course derrière, une course sans fin. L'éclair d'une météorite s'annihilant dans le ciel, une seule brillance, puis c'est l'extinction finale, ça brille une fois. Un mot entraîne immédiatement, quelque part, entraîne un mot rend l'autre, le précédent périmé. C'est une création continue de la périmité, périssable, tout est périssable, tout est dissécable, tout se conjugue au passé. Au moment où j'affirme une chose, je suis obligé de l'enlever,
qui est obligée de m'en défaire parce qu'elle est déjà, parce qu'il est déjà sur, surannée, parce qu'elle est déjà, parce qu'elle est déjà agonisante, parce qu'elle est déjà aux voies d'anéantissement. Tout s'enfuit déjà, qui s'enfuit déjà, qui s'enfuit toujours. Tout s'échappe. Tout, tout s'échappe. Ainsi du serment que j'ai fait. J'en suis déjà plus le maître. Ainsi je suis le gardien de rien. Je ne peux rien garder de tes mots, de tes serments. Tout cela m'a été enlevé, arraché. Je ne peux rien, je ne peux rien mettre de côté pour les jours et les temps difficiles. Ainsi, ces rendez-vous dans la nuit pour témoigner de quelque chose qui met mal à l'aise, de quelque chose qui dénature les sentiments, une certaine, ou les sentiments de contentement. Comment pourrais-je être content de quoi que ce soit alors que je n'arrête pas d'être mis à mal, mis à terre, terrassé par, terrassé par la contingence dans toutes ces dans toutes ces manifestations. Je suis prisonnier d'un désir, prisonnier d'un récit, prisonnier d'un souhait. Je ne peux m'évader, je ne peux m'extraire de cette condition, de reclus, de mise au secret, de mise en demeure. Je suis mise en demeure d'accepter la réalité, d'accepter la fatalité, d'accepter la loi des reins, de toutes ces forces qui nous dominent, qui nous oppriment et nous asservissent. Un rendez-vous dans la nuit, rendez-vous avec quelques mots qui remontent, peut-être quelques mots qui s'illustrent. Il y a des mots qui ne veulent point
se retirer, qui sont là, toujours présents. On les voit, on les entend. Et d'autres mots qui arrivent. Comme ça, ils remontent. Ils acquièrent de nouveau une visibilité. Un rendez-vous un peu contraint, parce que on ne choisit pas toujours les mots. Nous sommes dans une certaine prédétermination, comme un pré-langage, comme une pré-articulation. Le mot surgit dont nous sait où, mais il surgit et des fois il ressurgit, il n'arrête pas de se manifester, d'imposer sa présence. Nous devons faire avec cela. Il ne sert à rien de s'opposer à ce qui est quelque part une loi du genre. Il y a comme un effort quelque part de sélection, mais cela est quelque part mis en échec parce que on essaie de, de convoquer des mots un peu un peu comment dire qui serait un peu comment dire qui aurait ce caractère de, de fraîcheur, des mots quelque part n'ont pas trop servi, n'ont pas été émoussés, des mots pour signifier certaines choses, des mots qui répondent plus à un désir plus que d'autres. On cherche quelque part dans le vivier, on cherche dans cette réserve mémorielle et on cherche un peu dans l'obscurité et quelquefois on remonte toujours les mêmes mots. C'est quelque part au petit bonheur la chance. Tellement, il n'y a pas tellement de miracles. Parce que nous sommes limités, parce que nous sommes quelque part obligés de passer toujours par les mêmes expressions. Il y a comme un côté passage obligé, passage incontournable. Pour rentrer dans la cité, il faut passer par les portes désignées. Il faut payer son envol. Ainsi, pour accéder à la cité, à la cité, à la cité de la parole, il faut payer de mots. À la cité de cette parole particulière, il faut
Il faut monnayer son passage. Je suis dans cet espace clos. J'essaie d'en faire le tour. J'essaie d'en prendre connaissance. Je vais par-ci, par-là. Ainsi, je suis obligé de rester dans les clous. Il y a des endroits qui me sont interdits. Il y a des passages très privés. Je suis dans la cité, mais je ne puis aller selon mon bon vouloir. Les chemins sont balisés. Ainsi, selon ce pourquoi l'on est venu, on est obligé d'emprunter telle ou telle voie. L'impression de liberté s'est estompée. Il n'y a pas de liberté dans le choix des mots. Il n'y a qu'une contrainte douce mais ferme. Doucement, je me sens poussé vers certains mots, mais pas vers d'autres. D'autres sont dans d'autres registres. D'autres appartiennent à d'autres. Ils en sont les propriétaires. Ils en sont les détenteurs. Ils en ont le brevet. Ils en ont l'exclusivité. Ils en ont l'usage. Moi, je suis comme tout le monde. Je n'ai pas de privilège. Je dois utiliser ce qui est du domaine public, ce qui n'est pas marqué par le sceau de la propriété privée, par le sceau de l'exclusivité. Des mots qui expriment certaines choses, mais qui en oublient d'autres. Des mots qui se chargent de tous les sentiments et vestiges de sentiments. Des mots qui, quelquefois, s'écroulent sous la charge parce que ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la carrure pour certains efforts, pour certaines tâches. Ainsi, les mots ne sont point des alliés dociles
ne sont point des ne sont point ne sont point des aidants à toute épreuve. Le mot n'est pas multitâche, le mot n'est pas multi-spécialité, le mot n'est pas multisens. Ainsi, dans cette nuit, il y a un caractère un peu oppressant. Ce soir, parce que je ne vois pas bien, ou parce que peut-être j'ai un quelconque ennui physique, je ne me sens pas en grande forme pour explorer toute l'étendue de la formulée. Je ne sens pas la force de remplir l'espace tout autour de moi avec des choses que je saurais aller chercher quelque part dans les multiples dimensions des choses incréées, des choses en suspension entre deux mondes. Un mot nouveau-né et déjà il est vieux, déjà il est usé. Un mot tout neuf et déjà il a pris la poussière, déjà il s'est usé, il s'est émoussé, déjà il part en lambeaux, déjà il n'est plus bon à grand chose. L'incréé, le monde de l'attente, de l'attente, de l'abstraite attente, l'abstraction totale. Faire glisser les mots de cette dimension vers un autre, l'aider à ouvrir les yeux, l'aider à, à prendre, l'aider à acquérir une identité, l'aider à prendre forme, à avoir un corps du monde de l'incréé. S'échappent quelquefois des choses, des mots, à l'aspect, à la consistance, toute fantomatique. Il faut
les recueillir, leur donner l'occasion d'inspirer de l'air, de se charger en énergie, de se charger en matière. Ces mots qui changent de dimension. Qu'ont-ils à gagner à faire cela? Qu'est-ce que le mot permet de réaliser en échange de son sacrifice, en échange de cette transformation qu'il est obligé de subir? Un mot subtil pour pouvoir permettre au prononçant, en l'utilisant, d'en faire bon usage. Le sacrifice des mots pour des causes nobles et quelquefois peu nobles, des causes justes et quelquefois des causes sans réelle valeur. En cet instant de la nuit, est-il possible de ressentir de la peur? C'est impressionnant à quel point il est possible de se sentir en sécurité, de rester éveillé pour se sentir en sécurité. La nuit, le danger guette, mais si on reste en vigilance, il ne peut rien arriver. La peur, une petite peur parce que j'ai pris conscience que peut-être ce que je dis ne sera pas enregistré parce que j'ai quelques problèmes avec la caméra, parce qu'elle m'a déjà trahi. Et donc, j'ai essayé de, quelque part, de parler de cette peur, mais de la mettre ailleurs. Mais j'y suis revenu. Avouer que l'idée de la peur m'a traversé à cette occasion, au moment où j'ai regardé vers le fichier et j'ai eu peur, j'ai encore peur, je le saurai tout à l'heure. C'est l'occasion pour introduire un nouveau mot, un mot de l'invité à venir me rejoindre, le mot de la peur. Il est tout à fait vierge dans cette comment dire dans cette comment dire situation, non, mais dans cette dans cette
exercice particulier. Alors, prenons, euh, je ne vais pas bloquer sur un mot que je risque de ne pas retrouver. Donc la peur, oui, parce que c'est quelque chose qui touche au concret et à l'inconcret. La peur, la peur. Et à cette occasion, mais ça paraît un mot il n'offre pas spécialement des opportunités et très, très intéressantes, très motivantes. On n'a pas envie de s'en saisir, il colle trop à une réalité peu resplendissante, plus pas du tout réjouissante. La peur, non point d'un cataclysme, mais la peur beaucoup plus dirigée vers le semblable et de cette chose qu'ont certains à vouloir vous anéantir. Anéantir la peur, oui, c'est peut-être le raccourci qu'il faut faire entre ces deux aspects de la chose. Anéantissant la peur de l'anéantissement. Soyons maîtres de notre peur, de nos peurs. Émancipons-nous de tous ces sentiments. Quelque part est venu le temps d'arrêter cette histoire qui a pris à un moment donné, mais qui prend plus tellement maintenant, parce que il n'y a pas de retour, il n'y a pas cette chose qui vous redonne l'envie d'aller vous jeter en quête de mots, en quête de son. Il n'y a pas de retour, donc c'est comme si les choses se faisaient de façon tout à fait comment dire, en pure perte. Il y a besoin d'un retour pour pouvoir de nouveau se sentir en capacité. C'est vrai que si j'avais parlé hier, j'aurais eu un peu de matière. Mais c'est vrai aussi que cet exercice a ça de particulier qu'il est très ouvert. Mais il est ouvert et il a un caractère un peu de... Comment dire? Ça me rappelle le jour où je suis rentré dans un réseau de galeries et qu'à un moment donné j'ai pris peur parce que ce réseau n'avait pas donné l'impression de ne pas avoir de fin. Quelque part, c'est comme si, à force de parler des mots et de parler avec les mots, mais il y a comme une peur que cela à un moment donné ne s'arrête plus et qu'on se fasse happer par les mots, par cette chose que je fais. Et à un moment donné, il y a des moments où on a envie de continuer. Il y a des moments où on se dit jusqu'où je vais être poussé. Il faut bien qu'à un moment je m'arrête. Il faut bien que je fasse une halte. Si
quel moment je dois m'arrêter. Il faut bien un geste arbitraire, il faut bien s'arrêter parce que le chemin est toujours long et quelque part le risque est là, le risque de glisser de plus en plus fort vers quelque chose qui n'a pas encore pour l'instant donné signe, mais qui peut être une sorte de comme si on changeait d'état et que on allait passer au statut d'un parleur, d'un parleur qui n'arrêterait pas de parler. N'oublions pas que dans cet exercice, il n'y a pas de vis-à-vis et que quelque part c'est un exercice très spécifique et qu'il demande une certaine, qu'il aliène un peu, il n'est pas sans risque, il y a toujours un prix à payer. Parce qu'à un moment donné, on peut trouver peut-être que ce mode d'expression est peut-être plus ou moins et quelque part celui qui nous convient. Or, il ne devrait pas nous convenir parce que c'est cette histoire de partir de soi pour revenir vers soi-même est une histoire qui est à prendre avec beaucoup de vigilance. Il faut se méfier de cela. Alors évidemment, les mots sont attirants, il y a une attirance il y a comme une attirance pour le vide, il y a une attirance pour encore plus de mots, encore plus d'agencement, encore plus de mise en relation de mots les uns avec les autres. Mais bon, il faut s'arrêter. Pour cette nuit, il faut s'arrêter et au hasard d'une nouvelle rencontre, c'est pas que j'espère absolument rester être fidèle à ces rendez-vous dans la nuit. Quelque part, il faudrait que je passe à des rendez-vous dans la journée, ou plutôt que je m'éclipse, que je passe à une autre forme d'expression, beaucoup moins risquée pour moi-même, beaucoup moins aliénante. Qui sait? En tout cas, j'ai été quelque part ravi de savoir que vous n'existez pas, ravi de savoir que je parle à d'hypothétiques auditeurs restant dans l'hypothèse, restant dans le supposé, restant dans quelque part dans l'inattendu, restant dans cette situation-là. Rencontrer quelqu'un n'est pas du tout une fin en soi. De l'art de la non-rencontre, et c'est un thème intéressant, de la non-rencontre. C'est aussi un truc, mais là aussi c'est encore un exercice qui promet des prises de risque. La non-rencontre, comment peut-on parler de la non-rencontre et parler en disant pas possible, non-rencontre, déjà
on est dans la difficulté et on voudrait parler de la non-rencontre, comme si déjà il y a que la non-rencontre. Mais encore qu'il y a un néant de la rencontre. C'est même pas une non-rencontre, c'est qu'il n'y a pas ni une rencontre en, euh, comment dire, qui serait miroir inversé, qui serait même pas une rencontre, qui serait un peu l'anti de notre rencontre, qui serait un peu l'autre visage, parce que il y a dans l'effectivité des choses, il y a des choses qui se présentent de façon quelque part claire et d'autres qui sont un peu, qui arrivent un peu euh, dans dans une présentation quelque peu, quelque peu, euh, comment dire, inversé, quelque peu renversé. Voilà, je m'arrête là.